Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des spécialités de certaines femmes africaines, c'est d'attacher les hommes. Alors, il y a plusieurs types d'attaches. Moi j'ai vu notamment l'exemple togolais, que les femmes peuvent attacher les hommes, c'est-à-dire les attacher dans le sens les obliger contre leur volonté, que ce soit la volonté consciente ou la volonté inconsciente de la personne, de rester avec lui en couple et tout ça. Donc, comment vous dire? Il y a plusieurs types d'attaches. Premièrement, il y a l'attache psychologique, par le chantage. Si tu pars, je fais cela. Si tu pars, il va y arriver cela. Les menaces sont fondées ou pas fondées, mais bon, quand tu es surtout un blanc, ça arrive au blanc malheureusement, et que tu n'es pas forcément chez toi, que tu connais pas forcément le pays, tu prends inquiétude de ces chantages-là, et ça rentre dans ton dispositif d'action. Le deuxième, c'est le chantage à l'enfant. Elles ont la fâcheuse tendance à tomber enceinte au moment où tu veux te barrer. Voilà. C'est ce genre d'attache-là. Tu ne peux pas partir à cause de l'enfant. Et de plus, le droit, notamment le droit togolais, est très cruel avec toi. C'est-à-dire, tu es avec une africaine, tu fais un enfant, togolaise, alors, si elle te fait chier, tu peux partir. Oui, mais tu n'auras pas le droit de garde, tes visites seront limitées. De plus, si la nana elle se barre dans la brousse à l'intérieur du pays, elle peut t'enlever ton enfant et là la justice ne pourra rien le faire. Et en plus, tu devras verser la moitié de ton salaire. C'est pas joli tout ça. Le point numéro 3, alors là, c'est les attaches par produit. En gros, on te met quelque chose dans la bouche et puis après, on t'empoisonne. Ce qui fait que tu restes attaché à la gonzesse. Là on force ta volonté. Donc il y a cette possibilité là. Ou une autre possibilité, c'est que le produit ne te chamboule pas au point de vue que tu es obligé de rester avec la femme, mais où ça attaque ta fertilité. En gros, elle te met quelque chose et ta bite elle regarde les chaussettes. Voilà. Ce qu'on appelle la maman voit pas qu'attache ton pénis. Voilà. Ce qui fait que tu bandes plus, tu ne peux pas acquérir d'autres femmes. Et même certaines qui poussent le vice jusqu'à te faire revenir à elle, et là, pouf, comme par magie, ton érection remarche. Ah, il n'y a qu'avec toi que je bande, donc je suis obligé de rester avec toi parce que je t'aime. J'étais tellement fier de retrouver une érection. C'est très malheureux, puis en plus la justice n'a pas, comme je le dis, que ce soit la justice, la police ou les ambassades n'ont rien contre ces problèmes d'attache. Rien. La justice, elle est déjà surchargée. La police aussi. L'ambassade, elle peut en avoir littéralement rien à foutre avec toi. Donc faites très attention quand vous êtes avec une femme. Moi, personnellement, je déconseillerais fortement, avant d'avoir atteint un certain niveau d'installation, et de vous mettre en couple avec une locale. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait, je me suis mis en couple, elle m'a attaché par les enfants. Moi, maintenant, j'ai tout perdu. Hein. J'ai tout perdu, hein, que ce soit au niveau de mon argent et mon projet. Donc voilà. Donc, faut se prémunir, faut bien choisir sa femme, mais faut faire très attention parce que certains cachent leur jeu. Alors, ça peut tout bien se passer, puis au moment où tu es des fiances, paf, magique, ça change. Donc, il faut demander beaucoup d'attention. Malheureusement, les couples mixtes, je vous déconseillerais ça, malheureusement, parce que la différence culturelle est telle que c'est très rare que ça se passe bien. Hein. Je conseille les petits blancs, faites gaffe quoi. Hein, trouvez une petite affaire où vous pouvez tirer votre coup, why not? Mettre en couple avec une africaine, c'est très très difficile. De par la différence culturelle, de par le poids, l'influence de l'entourage. Faites très attention à vous. Et puis, peut-être la question du pourquoi elles font ça, parce que par jalousie, parce que quand tu es en couple avec un homme qui a une certaine situation, c'est tu te fais sauver. C'est le mec, s'il travaille par exemple, il pourra t'aider à soigner tes parents qui sont au village et tout comme ça. Et donc tu acquiers une valeur symbolique importante. C'est pour ça qu'elles le font. Et ces gens-là, ces femmes-là n'ont pas confiance en elles.
C'est pour ça qu'elles font ça, malheureusement. Par un manque de confiance, elles viennent à faire à commettre quelque chose d'un peu terrible. L'Égypte à l'époque de la basse époque. Alors, c'est le premier millénaire qui nous sépare avant notre ère, qui est cette basse époque. Qui va surtout être marqué par un événement, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de dynasties venant d'autres pays que les autochtones. Bon, il va quand même y avoir une volonté de métissage et de synosisme, c'est-à-dire en culture, tu prends deux cultures et pouf, ça en fait une seule. L'autre grand événement de la basse époque, c'est la conquête par Alexandre le Grand, et un de ses seconds à récupérer, Ptolémée, ce qui donne l'Égypte ptoléménienne. Nom très difficile à prononcer. On a aussi, donc c'est une époque où l'Égypte arrive quand même à conserver son indépendance malgré cette xénocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger, mais que c'est une xénocratie respectueuse des traditions, on reste dans le truc. Avec Alexandre le Grand, on a la fondation d'Alexandrie qui devient un grand centre culturel, donc un centre cosmopolite, avec bon, bah, le grec qui est à l'époque la langue scientifique. Nous avons une période voilà, assez calme, mais assez rapidement les Romains vont commencer à mettre leur nez dedans. César va faire une expédition, il va explorer l'Égypte, il va aussi explorer Cléopâtre pendant 2 ans. Et après c'est la bataille avec ses héritiers, Marc-Antoine et Octave. Marc-Antoine s'est suicidé en pensant que Cléopâtre s'était foutu en l'air. Il s'est foutu en l'air. Cléopâtre elle a vu ça, elle s'est suicidée, pouf. L'Égypte a perdu son indépendance et devient une province romaine. Mais c'est... Comment dire? Je cherche un peu mes mots ce soir parce que je suis très fatigué. Voilà. Donc c'est une période d'évolution, une période de changement. Mais dans la douceur et dans la continuité. On continue à faire des bâtiments magistraux, on continue cette littérature, mais tout ça est mélangé avec du grec, du perse. Donc c'est pas une époque avec un déclin moral de dingue. Non, non. Il reste une partie, et c'est très intéressant, et c'est surtout ce qui se passe assez souvent dans l'Antiquité. Il n'y a pas de destruction culturelle. Dès qu'il y a des changements politiques comme ça, il y a toujours, pour le pouvoir qui prend la place, de par une volonté de se mettre les cadres dans la poche de l'ancien régime, une continuité culturelle. Et ça fait que ça passe quoi. Honnêtement, ça passe. Ça passe très bien. Et ça va rester avec les Grecs, ça va rester avec les Romains. Même les Francs au début du Moyen-Âge vont s'incruster dans la culture et prendre des éléments de romanité. Ce qui donnera l'Antiquité tardive. Voilà. Toujours cette idée de ne pas détruire la culture et les cadres existants, s'introduire dedans, pour après progressivement prendre le pouvoir, et ça permet une domination, une sorte de soft power. Donc c'est très intéressant de regarder les grosses cultures antiques et de voir les métissages et les liens. Ça permet vraiment de faire de l'histoire fine, de l'histoire culturelle, très intéressante aussi, qui sort du critique, politique, économie. Non, là, la culture. Et puis ça te permet d'un peu de plonger dans la vie quotidienne des gens. Ce qui est intéressant aussi. Peut-être pas, tout le monde n'est peut-être pas fan, mais ça fait une école historique assez sympathique. Aujourd'hui, le sens du mot culture. Alors le mot culture est apparu au Moyen-Âge, ça vient du latin cultura, qui a 2 sens, c'est-à-dire prendre une terre en friche et en faire quelque chose, la cultiver, dans ce sens-là, et une idée de rendre culte aux dieux. Le sens va évoluer après au moment de la Renaissance, c'est-à-dire 15e, fin 15e, 16e siècle, où là il y aura un autre sens qui va s'ajouter par-dessus ça. C'est pas que cultiver un champ en friche, c'est se cultiver soi-même. Culture, c'est soi-même. Un champ en friche, ou un esprit en friche,
laisser à l'état de nature et en faire quelque chose. Et c'est toujours ça qui a resté prenant dans les différents sens du mot culture, c'est qu'il y a un truc, il n'y a rien qu'en effet, hein, c'est une masse informe, rien de bon à en tirer, on travaille là-dessus et on en tire quelque chose. Après, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, ce sens religieux va être remplacé parce que c'est le début du laïcisme à l'époque des Lumières, une remise en question de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu existe, hein? C'est ce qui va aboutir à la haine cléricale de beaucoup de gens de la Révolution, hein, et aboutir à la première séparation entre la France et l'Église. C'est de se rendre un culte à soi-même. On ne rend plus culte à Dieu, on rend culte à soi-même en apprenant, en sachant. Celui qui sait se rend un culte à lui-même et s'extirpe de sa situation de nature pour devenir un être civilisé. En effet, le mot civilisé va apparaître dans les années 1750 et va connaître un très grand succès. Il va devenir même la matrice idéologique des civilisations occidentales pendant très très longtemps. C'est même le concept de civilisé que l'on veut importer en Afrique au moment de la colonisation. Vous voyez un petit peu, colonisation qui se fera à la fin du 19e siècle. Là on est au milieu du 18e, donc un truc qui tient un siècle et demi. Bon après ça se cassera la gueule parce que bon, la beauté de la civilisation européenne après 2 guerres mondiales, après le gaz moutarde de la Shoah, bon c'est un peu chaud du cul quoi. Mais ça reste dans certaines idéologies. La démocratie c'est quand même partie de la civilisation et cette volonté de l'imposer à travers la gorge de tout le monde, voilà, on est dedans. Donc voilà. Et ce mot culture va aussi subir une autre révolution épistémologique, c'est l'individu. L'individu qui, fin 18e, dans le 19e siècle, est au centre de tout, doit connaître tout, doit savoir tout dans le monde. C'est un individu qui va douter après la Seconde Guerre mondiale. Douter de son monde, douter de tout parce que on doute de tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale par rapport à la barbarie humaine. Donc voilà un petit peu, et c'est très intéressant à faire comme réflexion, toujours se demander l'histoire d'un mot, parce que ça permet de saisir tous les enjeux qu'il y a autour de cela, toutes les pratiques qu'il y a autour de ce mot, et aussi toutes les utilisations. Et ça permet de faire donc de l'histoire des sociétés et des pensées, ce qui est très important.